Coucou tout le monde et bienvenue dans la dernière partie de la couture de mon manteau. Et pour cette dernière partie, je vous propose de vous emmener avec moi dans la couture de la doublure, la pose des boutons, et ensuite nous irons faire un tour du côté de mon Noël 2025 pour terminer par le rendu bien évidemment du manteau quand même, ainsi qu'un petit haul de Noël. Pourquoi je vous dis ça? Étant donné que j'ai gardé des plans dans la vidéo pour pouvoir illustrer un petit peu mon propos et que vous puissiez savoir un petit peu ce qui va se passer dans le débrief. J'avais commencé à vous le dire la semaine dernière, ça a été très compliqué pour moi de coudre cette doublure alors que franchement elle n'est pas si difficile que ça. Mais le pire aura été l'assemblage de la doublure au manteau. Mais on n'en est pas encore là. Alors pour le moment j'ai tracé mes pièces directement sur la soie à l'aide de ma craie de tailleur. Et là déjà j'ai compris qu'il y allait avoir pas mal de petites embûches. Étant donné que le twill de soie bouge énormément. C'est pire que le pongé de soie. À côté le pongé de soie reste correctement à sa place comme du coton alors que là ça n'a pas arrêté de bouger. Donc j'ai su tout de suite que j'allais avoir énormément de mal à coudre cette soie. Vous savez, il y a des moments où il faut vraiment suivre son instinct et clairement, là, c'est ce que j'aurais dû faire. Surtout que j'avais un doute déjà au préalable sur l'utilisation de ce twill de soie. Mais étant donné que j'avais fait mes recherches sur internet et que j'avais vu que, comparativement parlant entre la faille de soie que j'avais choisie et la twill de soie, c'était mieux d'avoir du twill de soie plutôt que de la faille de soie comme doublure, j'ai décidé de suivre les recommandations sur internet et j'aurais pas dû le faire. Au final, c'est beaucoup plus simple de coudre de la faille de soie pour une doublure que du twill. De toute façon, c'est simple. Tout ce qui était reproché justement à la faille de soie, comme quoi c'était hyper glissant, c'était très compliqué à coudre, que ça faisait des vaguelettes au niveau des coutures et des marges de couture, et c'est ce que j'ai rencontré avec le twill de soie. Et ce qui était dit sur le twill de soie, comme quoi c'était très agréable à coudre, que c'était très fluide, qu'il n'y avait aucun problème, aucune difficulté, c'est ce que j'ai rencontré sur la faille de soie. Je vous en parlerai beaucoup plus lors du débrief, mais franchement, parfois les recommandations internet, on ferait mieux de faire ça. Parce que franchement, perdre 10 jours sur une doublure en twill de soie en suivant des conseils de couturière sur internet, non merci, clairement j'avais autre chose à faire et j'aurais mieux fait de suivre mon instinct et de partir directement sur la faille de soie plutôt que d'écouter les couturières expérimentées qui ont des blogs sur internet. Mais enfin bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus l'entièreté du vlog, je vous en parlerai plus lors du débrief. Et pour la couture de cette doublure, j'ai tout simplement utilisé, comme toujours avec la soie, et comme toujours dans la plupart de toutes mes coutures en réalité, des finitions à l'anglaise. Et là déjà vous devez voir qu'il y a un problème avec la couture. Pourtant ma machine était bien réglée, j'ai passé une demi-heure à faire les réglages, sur les échantillons tout allait bien, mais une fois que j'ai commencé à coudre vraiment au niveau de la doublure, ça a été une autre histoire. La couture gondolait, normalement ici elle aurait dû être droite, je venais tout juste de passer un coup de fer pour justement, comme je fais habituellement, la redresser et la plaquer pour pouvoir mieux modeler ensuite la marge de couture. Et au lieu d'être droit, c'est légèrement arrondi, donc déjà ça ne va pas du tout. Mais ça a été vraiment de mal en pis, j'ai pas tout filmé, j'ai même arrêté de filmer à un moment donné parce que je ne pouvais tout simplement plus gérer la caméra et l'entièreté des embûches que j'ai rencontrées. Je vous montrerai tout ça dans le débrief, je pense que le débrief va comprendre la majorité du temps où je vais vous montrer et vous expliquer ce qui s'est passé avec ce patron, ou plutôt avec cette couture. Les trois quarts seront consacrés à la couture de la doublure, ça c'est sûr. Et je n'ai pas non plus filmé l'entièreté du processus de la couture de cette doublure étant donné que ce sont des coutures à l'anglaise, que c'est assez redondant, que je fais toujours la même chose, que c'est du noir, qu'on ne voit pas grand chose, je ne voyais pas l'intérêt de tout filmer. Et quelque part j'ai bien fait, étant donné que de toute manière je n'ai pas pu la garder cette doublure. Mais je vous en parlerai et je vous la montrerai surtout puisque je l'ai gardée quand même parce que je vais pas jeter de la soie. Je l'ai gardée, je vous la montrerai directement dans le débrief, comme ça vous pourrez vraiment voir l'ampleur de la catastrophe. Comme quoi, des fois, il vaut mieux ne pas suivre certaines recommandations que l'on peut trouver sur internet. Mais revenons à la couture, j'ai aussi eu énormément de mal à plaquer mes coutures étant donné que le twill n'arrêtait pas de se soulever, qu'il ne voulait pas rester à sa place, donc j'ai dû passer énormément de temps sous le fer pour pouvoir essayer de la domestiquer et ça n'a juste pas fonctionné. Et je pense que c'est d'une part aussi ce pourquoi j'ai eu énormément de mal par la suite pour essayer de l'assembler au manteau. Mais ça je vous le montrerai plus tard dans le vlog. En attendant, je me suis pas posé trop de questions au début de la couture de cette doublure, étant donné que je sais que ça arrive très fréquemment justement ce genre de petits détails par rapport aux coutures à l'anglaise, donc je me suis pas trop posé de questions, et j'ai continué tranquillement à faire ma couture. En réalité, j'aurais mieux fait de m'arrêter immédiatement.
Et une fois que j'ai terminé de coudre la doublure, j'ai commencé l'assemblage au manteau. Mais j'avais pas envie de faire un assemblage à la machine, je voulais le faire entièrement à la main. J'ai donc pris ma doublure, fait mon rentré de 1 cm et j'ai bâti l'entièreté de ma doublure sur tout le tour de ma parmenture et de mon manteau pour pouvoir ensuite venir le fixer à l'aide d'un point à la main. Alors autant vous dire que ça m'a pris énormément de temps et encore plus à partir du moment où j'ai terminé de faire l'entièreté du tour de la doublure par rapport au manteau en laissant les ourlets libres en fait. Parce que je voulais faire les ourlets à la fin, étant donné que je me doutais qu'il y aurait des petits problèmes et heureusement que j'ai fait comme ça. Et après avoir terminé de coudre donc l'entièreté du tour de ma doublure à mon manteau, je me suis attaquée directement aux ourlets. Et là, vous pouvez voir déjà qu'il y a un problème à l'image, étant donné que les ourlets sont très raides. Seulement, je me disais que l'ourlet étant bâti, étant donné que j'épingle au fur et à mesure, peut-être que le fait que ça tire et que ça soit aussi raide, c'est justement à cause du bâti et des épingles. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était absolument pas ça. J'étais complètement à côté de la plaque et j'ai eu beau faire, refaire et redéfaire. Rien n'y changeait, c'était toujours aussi cartonné, c'était toujours aussi rigide, il y avait toujours des bosses partout, c'était un enfer. J'ai recommencé ces deux ourlets une bonne trentaine de fois. Je n'en pouvais plus, j'avais envie de prendre le manteau et de le jeter. D'ailleurs, je me souviens parfaitement de cette journée-ci, c'était un dimanche, et ce dimanche a été particulièrement éprouvant, étant donné que dans cette même journée, je l'avais déjà recommencé 4 fois. Et avant, j'avais déjà refait plusieurs fois. Et j'ai dû le refaire par la suite une fois que j'ai recousu la nouvelle doublure. Ce jour-là, j'étais à 2 doigts de la crise de nerfs le soir. À 2 doigts de la crise de nerfs, je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus le voir. C'était pas possible. Je me suis dit, je le termine parce que il y a des frais engagés, il y a un vlog qui est tourné, je dois faire quelque chose, il doit être terminé ce manteau, mais c'est hors de question que je le porte, je vais l'offrir parce que moi je peux plus le voir. Je ne pouvais plus le voir. Suite à ça, bah évidemment j'ai dû défaire encore une fois ce que j'étais en train de faire juste là à l'image, étant donné que ça n'allait toujours pas. Après ça, j'ai laissé le manteau tranquille pendant environ 4 jours, et au bout de 4 jours, j'ai enfin trouvé la solution. Bah oui, le problème, c'était pas le patron. Le problème, c'était pas que c'était moi qui plaçais mal mes épingles, c'est pas moi qui bâtissais mal. Ou enfin, si, quand même un petit peu, mais le plus gros du problème, c'était la doublure qui était trop courte. Elle était beaucoup trop courte. Allez savoir pourquoi. Je n'ai jamais compris. Enfin, si. Je vous montrerai lorsque je vous la montrerai justement lors du débrief. Il y a une explication. Mais avant de la trouver, étant donné que j'étais trop focalisée sur la réalité de ce que je faisais, il m'a fallu pas mal de temps. Je peux vous dire que pour le coup, le manteau respiration serpentard, j'en avais plus rien à faire. C'était plutôt un manteau respiration infernale. En tout cas, si jusqu'à maintenant je pouvais me targuer de ne pas avoir eu besoin de recommencer l'entièreté d'une couture jusque maintenant, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que même pendant ma formation, je n'ai jamais eu besoin de tout recommencer du début pour n'importe quelle couture, maintenant je ne peux plus dire ça. Après 4 ans de couture, j'ai enfin, entre guillemets, rencontré ma couture abandonnée ou mise de côté pour recommencer. J'aurais préféré ne pas la rencontrer celle-ci, franchement je m'en serais bien passée. Et après avoir recommencé l'entièreté de la doublure hors caméra, j'ai préféré cette fois-ci plutôt que de la prendre et me surcharger avec. Je voulais vraiment bien me concentrer sur la doublure pour être sûre qu'il ne se repasse pas exactement la même chose qu'avec le twill de soie. J'ai effectué les surpiqûres tout autour du manteau. Je n'étais pas sûre de les faire, à la base je ne voulais pas du tout les faire. Je n'aime pas tellement les surpiqûres, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment. Mais étant donné que la parmenture n'arrêtait pas de sortir, je n'ai pas le choix. Alors en réalité, je me suis mise à les faire tout simplement. Et au final, c'est vrai que ça donne un rendu assez pro, très sympathique par rapport au manteau et ça lui va à ravir. Alors je suis bien contente au final de les avoir faits. Par contre, au lieu de les faire à 1 cm de marge de couture, je les ai fait à 0,5 mm.
Et pour vous donner un ordre d'idée concernant la consommation de fil que j'ai faite pour cette couture, j'ai utilisé l'entièreté des 150 mètres que j'avais acheté en fil vert, j'ai utilisé 150 mètres de fil noir et j'ai utilisé d'autres fils du point de vue du pointailleur, mais ça c'était des restes de fil donc je sais pas trop ce qui me restait, mais en tout et pour tout je pense qu'on tourne autour des 500 mètres de fil utilisés pour ce manteau. Et si je trouve que ce métrage est particulièrement élevé, en réalité lorsque l'on regarde toutes les embûches que j'ai eues et le nombre de fois où j'ai dû défaire ce que j'avais fait, au final ce n'est pas tant que ça. Finalement je pense qu'une centaine de mètres était suffisant pour faire l'entièreté de la couture seulement, aussi bien du manteau que de la doublure, mais sans compter les points de tailleur. Alors avec les points de tailleur je pense qu'on était autour de 200 mètres, mais là on monte à 500 mètres environ parce que justement j'ai dû faire et défaire énormément. Et une fois mes surpiqûres terminées, j'ai préparé un échantillon pour mes boutons. Tout simplement étant donné que c'était des boutons de 30 mm, donc de 3 cm, et que je n'avais jamais cousu de boutons aussi grands, ni même aussi larges, étant donné qu'ils étaient assez hauts vu que ce sont des boutons brodés, je préférais commencer par essayer de tester sur une chute, plutôt que de le faire directement sur le manteau, et si je m'étais trompée, je me serais retrouvée avec une boutonnière beaucoup trop grande, et ça aurait été très moche au final. D'ailleurs, même pour recevoir les boutons, ce fut toute une histoire. Je vous en parlerai lors du débrief, mais ça n'a pas été facile. Il aura fallu près de 3 semaines pour pouvoir les avoir à la maison. Et non, contrairement à ce que l'on peut croire avec un tel délai de livraison, il ne venait pas de l'autre bout du monde. Il venait du nord de la France. Et je vous en parlerai plus dans le débrief parce que là aussi, ça a été une grande expédition pour pouvoir les avoir. Et ce pourquoi j'ai préféré faire un échantillon en testant directement sur une chute de mon lainage pour mes boutonnières, c'est tout simplement parce que ils sont assez épais en fait, ces boutons. Étant donné qu'ils sont brodés avec un cordonnet de coton qui est assez gros, je devais faire attention à ce que le bouton puisse rentrer dans la boutonnière sans forcer pour éviter justement d'avoir un problème avec le lainage ou même d'abîmer les boutons. Et il fallait aussi qu'elle ne soit pas trop grande parce que si elle était trop grande, le bouton ne tiendrait pas en place et le manteau ne ferait que s'ouvrir. J'ai donc dû tester parce que j'ai préféré le faire comme cela plutôt que d'y aller directement sur le manteau. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des boutons qui sont super beaux. C'est des boutons vintage des années 70, ils sont brodés entièrement à la main au fil de coton et ils sont ornés d'une motif de croix celtique. Une fois satisfaite de mon emplacement et de la taille de ma boutonnière, j'ai bâti tout autour pour maintenir les épaisseurs ensemble et éviter qu'elles ne bougent et qu'il y ait un problème de décalage justement entre la parementure du dessous et l'ainage extérieur du dessus. Et par principe de précaution, j'ai repris et marqué mes mesures que j'avais prises précédemment sur l'échantillon, mais j'ai préféré les refaire tout de même sur le manteau par principe, tout simplement. Je n'avais pas envie de me dire c'est bon, ça ira, et non, je voulais tout reprendre à zéro et voir si tout correspondait au final. Sans doute un petit peu peur lié à ce qui s'est passé avec la doublure, je voulais vraiment vérifier plutôt deux fois qu'une. Et ensuite, j'ai brodé ma boutonnière à la main. Étant donné que ma machine à coudre de toute manière ne fait pas le point de boutonnière, je n'avais pas le choix que de le faire à la main. Et puis, de toute façon, est-ce un manteau tailleur ou non? Alors, le manteau tailleur, les boutonnières se font à la main. Donc, ma boutonnière a été faite à la main. J'ai commencé par en faire une première au fil noir et ensuite j'ai repassé en faisant une deuxième au fil vert pour bien créer le dégradé qu'il y a dans le lainage avec le mélange de vert et parfois de petits fils noirs qui sont intrinsèquement liés
pallier au reste des fils verts. Surtout que mon fil vert était 2 teintes plus claires par rapport au vert du lainage. Ça permettait donc de faire un fondu pour éviter que les boutonnières ne se voient trop. J'ai ensuite posé les boutons à la main, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas filmé et le manteau était enfin terminé. Et maintenant, je vous emmène avec moi dans la préparation de mon réveillon de Noël. Et cette année, comme d'habitude, c'est moi qui ai fait la bûche. Et cette année, j'avais envie de faire quelque chose de plus simple, contrairement à ce que je fais d'habitude. D'habitude, je fais des bûches à la ganache montée, avec des inserts et des craquelins. Cette fois-ci, j'avais envie de quelque chose qui soit plus facile, qui prenne moins de temps, c'est-à-dire qui ne me prenne pas 2 jours, voire 3 jours de préparation d'avance. Et la bûche forêt noire était vraiment parfaite. Et si normalement la crème utilisée dans une forêt noire est une crème chantilly, moi je préfère utiliser de la crème fraîche mélangée à du mascarpone. C'est beaucoup plus onctueux et c'est beaucoup plus léger d'un point de vue du sucre, étant donné que je n'en rajoute pas du tout et qu'il en faut pour une chantilly. J'ai ensuite mis la bûche quelques heures au frigo le temps que la crème fige avant de la décorer, mais je vous montrerai ça plus tard. Et voici ma table de Noël. Elle est très simple, une nappe blanche, la bûche de Yule allumée et quelques décorations de Noël dessus. Pas beaucoup, étant donné qu'il ne faut pas surcharger la table pour pouvoir poser les plats dessus sans avoir à être un petit peu diminué dans les mouvements à cause des décorations. Comme je vous l'ai dit, c'est une table assez simple. J'ai horreur de devoir me lever pour apporter le plat parce qu'il y a trop de décoration. Chacun peut piocher dans les plats sans avoir à se prendre la tête, surtout que c'était un apéritif dînatoire. Bon, on se finit toujours par se passer les plats quand même, mais on n'a pas besoin de se lever pour éviter d'emporter une décoration ou de se brûler à cause des bougies. Lorsque je peux voir des tables surchargées de décorations sur internet, j'ai du mal à comprendre. Parce que où est le pratique là-dedans? Il y en a aucun. Moi, je veux quelque chose de pratique. Il faut que ça soit simple, épuré, léger et qu'on ne soit pas sans cesse obligé de se lever ou de faire attention à la manche, à ce qu'elle ne touche pas la bougie, une décoration ou autre. Il faut qu'on puisse être relaxé tout au long du dîner. Enfin, je ne sais pas, peut-être que ce n'est que moi. Dites-moi en commentaire, que préférez-vous? Les tables très chargées en décoration ou très épurées en décoration? Et là voilà, ma bûche de Noël 2025. Je m'étais amusée à faire des petits copeaux de chocolat pour imiter l'écorce des arbres. Malheureusement, comme chaque année, c'est toujours le même problème, les écorces finissent malencontreusement par être de tout petits morceaux et je n'arrive pas à avoir les grandes bandes qui justement pourraient former réellement des écorces. J'ai beau tempérer mon chocolat, j'ai beau le mettre au frigo, ne pas le mettre au frigo, faire un enroulage différent chaque année, à chaque fois je finis avec le même résultat, des tout petits morceaux de chocolat qui n'ont strictement rien à voir avec des écorces d'un arbre. Et en plus de ces écorces ratées, j'ai agrémenté ma bûche de petits escargots et de cerises amarena pour décorer le dessus. Et maintenant, que diriez-vous de passer au rendu du manteau? C'est parti! Et pour ce manteau, je voulais absolument aller le shooter dans la neige. Étant donné que c'était un manteau d'hiver, que c'était un lainage, et qu'en plus il était vert forêt, je trouvais que, pour le coup, les deux iraient très bien ensemble. Même si je dois vous le dire, de prime abord, je voulais le shooter directement au lac de Betmal. Sauf que lorsque nous y sommes allés, eh bien, le manteau n'était pas encore terminé. Mais fort heureusement, il s'est mis à neiger pile le jour où nous avions décidé d'aller le tourner. Et comme j'avais reçu un cadeau de Noël en avance, malencontreusement, mais ça je vous expliquerai à la fin du vlog, eh bien, c'était justement le moment de l'essayer. Et il y avait tellement de neige ce jour-là que le monde était en noir et blanc. Du coup, le vert du manteau ressortait assez bien à la caméra, même si parfois on a plutôt l'impression qu'il est noir.
En tout cas, le jeu en aura valu la chandelle, même si j'ai eu énormément de mal à le coudre et que j'ai eu énormément de galères, le résultat est juste parfait. C'est exactement ce que j'imaginais, exactement ce que je voulais. J'ai réussi à avoir pile la vision que j'avais de ce manteau. Et pourtant, je peux vous assurer, j'ai failli l'abandonner un bon millier de fois. Parce qu'à certains moments, c'était juste trop difficile. Je n'arrivais pas à m'en sortir des difficultés, et surtout, je n'arrivais pas à déterminer où est-ce qu'elles étaient. Ce n'était qu'un manteau, je cousais depuis 4 ans maintenant, c'était pas normal, j'avais forcément un problème, et en réalité, toutes les solutions étaient très simples, et tous les problèmes étaient très simples. Sauf que je cherchais quelque chose qui était difficile. Et forcément, lorsque l'on essaye de trouver une solution dans la difficulté alors qu'en réalité c'est quelque chose de très simple qui bloque, on ne peut pas réussir à le trouver parce que automatiquement le cerveau se met en mode panique et la première chose qui vient à l'esprit c'est tu es nul, tu n'y arriveras jamais, pourquoi tu t'es lancé là-dedans, t'aurais dû encore attendre. Alors qu'en réalité, les solutions sont simples. Mais en définitive, je pense que le plus difficile, c'est la perte de confiance en soi dès le départ. Dès la première embûche. Si je n'arrive pas à faire ça, c'est que ce n'est pas pour moi. C'est que je suis nulle, c'est que je n'y arriverai jamais et que je devrais arrêter. C'est le pire en réalité, étant donné qu'on n'a même pas l'occasion de se poser la question de pourquoi ça ne va pas, que déjà le cerveau il nous dit que de toute manière, ça sert à rien qu'on cherche puisqu'on n'y arrivera pas. Depuis tout petit, on nous apprend qu'il y a des règles dans tous les domaines et les aspects de la vie, y compris dans le travail. Par exemple, ici, dans la couture. J'ai suivi les conseils de personnes expérimentées qui avaient fait des vidéos sur internet, écrit des livres pour certains, des blogs avec des retours d'expérience sur la couture du twill de soie et qui disaient que c'était très facile, contrairement à la faille de soie qui était très compliquée. Et j'ai choisi d'écouter ces gens-là. Et au final, c'est ce qui m'aura mené à une remise en question de ma vie complète et totale à cause de ce choix-là. En réalité, le twill de soie n'est pas du tout bon, en tout cas pas dans mon cas pour ma doublure. Alors, étant donné que j'ai cru en ces gens-là, que j'ai eu foi en ce qu'ils disaient et en leur expérience, ça m'a mené à une débâcle pas possible au final. J'ai dû recommencer. Et à partir du moment où j'ai suivi mon instinct, les choses se sont remises en place très naturellement et j'ai réussi à terminer ce manteau. Alors oui, il y a des règles, mais parfois il faut aussi savoir suivre son instinct. Et c'est ce que j'aurais dû faire dès le départ. Et peut-être que ma remise en question existentielle sur l'entièreté de ma vie liée à une couture d'une doublure n'aurait pas eu lieu si seulement je n'avais pas écouté ses conseils. Après tout, jusqu'ici, j'avais toujours suivi mon instinct, et ça m'avait plutôt bien réussi, étant donné que je n'avais pas eu besoin de recommencer l'entièreté d'une couture parce que justement je m'étais trompée. Alors, à partir du maintenant, et pour l'année 2026, je vais suivre mon instinct et prendre des renseignements certes, mais c'est terminé de suivre aveuglément les conseils de quelqu'un d'autre. En tout cas, pour 2026, ça m'aura donné une leçon. Me faire confiance avant tout. Ce n'est pas parce que des personnes qui cousent depuis 30 ans disent quelque chose que ça fonctionnera également pour moi. La preuve, là, ce ne fut clairement pas le cas. Je dirais même le contraire, ça a été une véritable catastrophe. Allez, moi je vous laisse avec ces dernières images de la balade sous la neige que nous avons faite juste après le rendu, et on se retrouve après. Et comme justement le lendemain c'est Noël et que je vous avais dit que je vous montrerai un petit peu l'ouverture des cadeaux, je vous ai gardé quelques plans que nous avions filmés pour les envoyer par la suite à ma sœur qui est au Canada. Donc je vous en ai glissé quelques-uns dans le vlog pour que vous puissiez les voir et on en discute juste après. Voilà, j'avais envie de venir vous voir pour terminer ce vlog, pour vous faire un petit haul de Noël. J'avais pas envie de refaire une vidéo à côté comme je fais les autres années.
comme j'ai fait les autres années plus tôt. Et donc je voulais vous montrer un petit peu, étant donné que je vous ai montré l'ouverture des cadeaux, la préparation un peu de mon Noël, et que tout au long de ce mois de décembre, je vous ai amené avec moi dans mes traditions de Noël, je ne me voyais pas vous dire au revoir et puis c'est tout, c'est terminé. En tout cas, j'espère que vous avez eu un beau Noël. Moi, j'ai été pourri gâtée et j'ai eu un bon Noël également, entourée de ma famille, les plus proches, enfin des plus proches de ma famille, et c'était vraiment top, c'était vraiment génial. Alors je vais commencer tout d'abord par le cadeau de mon chéri et de sa famille, parce que vous devez l'avoir vu, si je bouge, la caméra bouge, et ça c'est quelque chose que je vais pas pouvoir cacher jusqu'à la fin. Alors, donc du coup je vais vous en parler tout de suite en fait. C'est le premier cadeau que j'ai reçu, étant donné qu'il a été livré à mon adresse et en plus à mon nom. Donc je ne l'ai pas eu vraiment à Noël. J'ai ouvert le colis étant donné que c'était un colis à mon nom, que j'avais des colis qui allaient arriver. Et donc du coup, je l'ai su avant. Avant Noël, je l'ai eu avant Noël, et c'est ce qui m'a permis d'aller tourner le rendu également, donc avec ce matériel-là, en attendant que ma caméra, qui est au réparateur encore, toujours, et qui est en retard, soit prête. Donc, il s'agit d'une caméra, vous l'aurez compris, que mon chéri et sa famille m'ont offert, et tout simplement... Alors, c'est un truc de fou parce que nous avions commandé un premier cadeau de Noël pour moi, que nous avions pris courant novembre et que je devais recevoir fin novembre. Sauf que il y a eu un problème et je pensais que c'était la poste qui avait perdu le colis. J'ai fait je ne sais combien de réclamations pour essayer de savoir où il était et tout ça. Et en réalité j'ai su hier, parce que je les ai appelés étant donné que j'ai reçu un mail et comme quoi il fallait que je les contacte, qu'en réalité il y a eu un problème avec l'expéditeur et que l'expéditeur avait mélangé mon colis avec le colis de quelqu'un d'autre, et moi j'avais un numéro de suivi et le colis de quelqu'un d'autre qui devait venir à la maison. Donc forcément ça créait un problème, le poste ne voulait pas livrer, enfin bref. Donc du coup, je m'étais rabattue sur un autre cadeau, enfin je m'étais rabattue, ça fait un petit peu, c'est genre c'est le... Non, c'est le truc par défaut. Non, c'est pas le truc par défaut, c'est quelque chose que je voulais aussi, qui était un bijou d'une créatrice, que j'ai pas réussi à avoir lors de la vente. Et j'étais assez triste, et en fait de toute manière le pauvre, heureusement, parce que il avait déjà l'idée d'avoir cette caméra là et ça lui aurait fait double cadeau. Bon, c'était avec sa famille, mais bon, j'aurais dit c'est pas grave, c'est mon cadeau d'anniversaire, c'est dans 3 mois, c'est pas bien grave. Bon, enfin bref, du coup je n'ai pas eu mon bijou de créateur, mais bon ça c'est pas grave, tant pis, ce sera une autre occasion. Et du coup ils m'ont pris. Et franchement, je les adore pour ça parce que j'ai été assez casse-pied avec le fait que ma caméra soit en panne, qu'elle soit chez le réparateur, que je pouvais pas filmer. Clairement, j'ai pas filmé depuis le rendu du béret de mon père, et c'était au mois de début novembre, fin octobre je crois. J'ai pas relancé de vlog parce que filmer un vlog couture au téléphone, non merci. Clairement j'ai pas envie de tester, j'ai pas envie de passer mon temps à tout couper pour éviter que j'ai des rushs qui soient paumés au moment de l'exportation sur l'ordinateur et tout. Donc j'ai rien filmé. Alors je m'étais mis à regarder un peu les caméras, parce qu'en fait le problème de ma caméra, je l'ai su il y a une quinzaine de jours, c'est qu'il y a eu de l'eau dedans. Alors je n'ai aucune idée de comment ça peut être possible étant donné qu'elle n'est jamais en contact avec de l'eau. La seule chose que je vois, c'est le fait qu'on a été au lac de Betmal, qu'il neigeait et que peut-être elle a pris l'humidité, j'en ai aucune idée. Enfin toujours est-il que j'ai appris que cette caméra n'avait aucune tolérance à l'humidité et n'avait aucune tolérance à l'eau. Et donc du coup, je me demandais bien comment j'allais faire pour aller faire les rendus, parce que on va souvent dans la forêt c'est humide, des fois le temps peut se couvrir, il peut se mettre à bruiner, donc j'ai été casse-pied, j'ai cherché sur internet pendant je ne sais combien de temps, et j'avais trouvé cette caméra là, que j'avais mis de côté en me disant un jour peut-être, voilà. Et tout simplement il a décidé, un véritable amour, de me le prendre avec sa famille, et il s'agit, je vais pas faire plus de suspense, de la DJI Osmo Pocket 3.
Voilà. Tout simplement. Donc pour les rendus, à partir de maintenant, donc même le rendu que vous avez vu là, ils seront tout simplement faits avec cette caméra. Voilà, et en plus ça tombe bien étant donné que ma mère avait un peu du mal avec la mienne qui est assez lourde, avec le micro et tout ça, donc tout ce qu'il y a dessus. Du coup c'est pas plus mal. En plus elle a un tracking de visage, du coup c'est parfait. Elle a presque plus rien à faire mis à part tenir la caméra, et ça c'est parfait. Les photos sont superbes, vous les verrez d'ici quelques jours pour le rendu photo que je posterai sur les réseaux. Vous verrez, elle est super. Je vais même m'en servir pour tourner les réels, les petits réels que je compte faire l'année prochaine, et les petites coutures zéro déchet pour certains plans dans les vlogs. Ça va changer énormément de choses. Et donc je n'ai pas eu que ça parce que je m'étais renseignée et j'avais vu qu'il fallait des filtres parce qu'elle n'a pas d'obturateur. Comme j'ai sur mon autre caméra qui permet de régler les densités lumineuses et tout. Enfin, il y en a un petit peu, mais c'est pas non plus la panacée. Donc, ils ont pris des filtres comme ça. Alors là, vous voyez évidemment rien du tout. Donc des filtres ND. Non. Alors oui, je l'ai pas encore très bien en main. Ils ont pris des filtres ND comme ceci. Hop. Non, faut que tu remontes. Alors, attends. Ça va être compliqué. Ils ont pris des filtres ND comme ceci de la marque Newer. Donc voilà, si jamais vous voulez. Alors, sinon, c'est là qu'il faut faire le. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Bon, je verrai de toute manière. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai les liens. Je vous mettrai les liens, comme ça vous pourrez les retrouver si jamais besoin dans la barre de description. Donc voilà, moi je suis hyper contente de l'avoir tout simplement. Hein. Voilà, ça va changer pas mal de choses. Je vais pouvoir faire des plans aussi un petit peu plus larges avec cette caméra parce qu'elle a un grand angle que je n'avais pas avec l'autre. Donc pour l'autre, pour avoir les détails fins, pour avoir vraiment le suivi tel que je le fais habituellement, c'est nickel. Par contre, lorsque je voulais faire des plans larges où on voit un petit peu plus, c'était plus compliqué. Parce que elle est en 55 mm, non, elle est en 18 mm, mais en mettant la 4K, elle fait un zoom, elle a un espèce de zoom qui fait que en réalité, on n'a pas cet aspect grand angle que là je peux avoir. Et après, il faudrait que je désinstalle la 4K et que je la remette à chaque fois, et bon, c'est un peu galère. Hein. Voilà, puis on voit la différence dans les images, tandis que là, elle est en 4K. Et je peux le faire. Je peux même faire des ralentis que je n'ai jamais réussi à faire avec mon autre caméra parce que normalement je peux la mettre jusqu'à 60p. Sauf que là, je n'y arrivais pas. Elle voulait tout simplement pas fonctionner dans ces cas-là. Elle me faisait un écran blanc. J'ai jamais compris pourquoi. Là, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir vraiment m'amuser. Et d'ailleurs, normalement, vous avez vu aussi dans le rendu que vous avez vu précédemment, j'en ai fait un petit peu avec des effets de ralenti et tout que je pouvais pas faire. Je pouvais ralentir qu'un tout petit peu seulement. Et là, je vais pouvoir ralentir beaucoup. Et exactement ce que je voulais faire, notamment au moment où je tourne sur moi-même. Là, je vais pouvoir faire des super ralentis. Je suis super contente. Franchement, c'est un cadeau de rêve. Enfin voilà quoi. Donc je vais pas m'attarder plus longtemps. On verra un petit peu plus tard. Vous verrez de toute façon avec moi comment la caméra se comporte et ce que ça donne. Et donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire. Là, j'ai mis un filtre, j'ai mis le ND14 parce que le plafonnier, il éclaire la pièce incroyablement. Donc, j'ai mis un léger filtre pour pouvoir assombrir légèrement parce que sinon, j'avais l'air d'un cadavre. Bon, non pas que je sois pas déjà de base très pâle, mais là, c'était encore pire. On va passer au cadeau que m'ont fait mes parents. Alors, vous l'avez vu dans les rushs juste avant, le livre donc, de Tolkien, les lettres du Père Noël, donc c'est les lettres qu'il écrivait à ses enfants, enfin non c'est pas les lettres, si c'est les lettres qu'il écrivait à ses enfants en réponse de ses enfants aux lettres qu'ils écrivaient au Père Noël en se faisant passer pour le Père Noël. C'est un livre que je n'avais pas dans ma collection pour la simple raison que j'attendais tout simplement d'avoir des enfants. Mais bon,
vu la conjoncture sociale et économique, je crois pas que ça soit pour demain la veille. Et c'est une discussion que j'avais avec ma mère. Et du coup, elle s'est dit, bon, bah, je vais lui faire une surprise, parce qu'on a un peu une tradition à la maison d'avoir la liste de Noël et le traditionnel cadeau surprise de maman. Et ben voilà, le traditionnel cadeau surprise de maman, c'est cette année ce livre-ci. Donc je suis contente de l'avoir, je vais pouvoir les lire. J'ai pas encore lu parce que j'ai avancé sur d'autres vlogs du coup que je suis en train de faire. Là, je suis sur 4 vlogs différents. Au niveau des rushs, je vous dis pas le bordel que c'est dans l'ordinateur. Bref, je vais pouvoir m'y mettre assez rapidement. J'espère pouvoir en lire une ou deux. Certaines sont assez courtes, donc j'aimerais bien pouvoir le faire. Et ça va être intéressant de voir justement l'évolution au fur et à mesure des années. Parce que le livre, il commence en 1920. En 1920 et qu'il se termine après la Seconde Guerre mondiale. Non, même pas. Au cœur de la Seconde Guerre mondiale en 1943. Donc on va voir l'évolution sur plus d'une vingtaine d'années et ça c'est excellent. J'aime beaucoup ce genre de choses là. Donc voilà, on va pouvoir faire ça. Et qui sait, peut-être que l'année prochaine, du coup, pour les vlogs de décembre, ça sera peut-être basé dessus. Je dis rien, je suis en train de planifier plein de choses pour 2026. Je crois qu'il va falloir que je me remette à faire des vlogs toutes les semaines. Ensuite, vous l'avez là aussi vu, c'est toujours un cadeau de la part de mes parents. Vous l'avez vu quand je l'ai déballé, je vous ai pas tout montré, mais je vous ai montré aussi celui-ci. Il s'agit du volume 2 de Stays and Corsets de Mandy Barrington. Et donc j'avais le premier livre que j'avais acheté il y a... je sais plus combien de temps. Et bon, celui-ci, il était dans ma wishlist depuis aussi longtemps, et voire même plus. Parce que lorsque j'ai décidé d'acheter le premier, il était déjà dans ma liste depuis un bon moment. Donc je suis contente de pouvoir l'avoir, surtout que, bah, vous en doutez bien, pour 2026, j'ai 2 à 3 corsets prévus de faire, dont un, j'ai toutes les fournitures depuis presque 2 ans maintenant, donc il est temps que je le fasse. Et il y en a un qui est prévu pour ma maman, donc voilà, ça c'est un petit peu les... 3 des projets pour 2026. Mais je vous ferai une vidéo à part sur les projets 2026 parce que j'en ai tellement que j'ai envie en fait de vous les partager cette année, contrairement aux autres années où je savais pas trop où me placer, où me positionner. Cette année, j'ai quand même pas mal de choses de prévues, surtout avec l'ouverture dans les vlogs à la broderie au tricot, la broderie or, point de croix, broderie traditionnelle et le tricot. Les vlogs vont énormément changer. D'ailleurs, ça sera, je pense, sur le même format que ces 4 vlogs-là. À voir encore. Je suis pas encore tout à fait déterminée. Et bon, voilà. Ça, c'est juste magnifique. Et c'est plus ou moins dans ce style-là que je vais faire. Pas exactement, mais presque. Je vais pas vous en dire plus. Je vous montrerai ça au fur et à mesure de l'année 2026. Suite de la part de mes parents, alors là je l'ai mis directement sur le bracelet parce que voilà, c'est pour mon bracelet. Il s'agit d'un Charms Pandora de Noël, parce que voilà, et c'est celui... Alors je pense que ça va être compliqué avec le tracking, je vais le désactiver là. Est-ce que je peux le désactiver? Oui, chouette. Ah mais j'aurais pu faire ça tout à l'heure, ça aurait été 100 fois plus simple en fait. Pourquoi j'y ai pas pensé? Alors voilà, donc il s'agit... Il veut pas faire le focus, bon faudra que je fasse un zoom je pense. De ce charme là, ici, là donc celui-ci, et c'est donc celui couronne de Noël. Voilà, il est super beau. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allée voir sur Pandora. Du coup ça l'a désactivé tout court. Il y a plus le tracking. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allée voir sur Pandora, ça faisait 2 ans je crois, quelque chose comme ça. Et là, bah, j'ai vu ce charme là, j'en ai vu un autre, et j'ai vu le bracelet étoile du Nord, mais ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc bah, mes parents ont pris celui-ci avec le livre enfin avec les 2 livres en fait, plutôt. Et
Et voilà, donc je suis vraiment contente, ça faisait un petit moment que je voulais une couronne de Noël pour mon bracelet, donc voilà, ça y est, c'est fait. J'ai enfin la petite couronne de Noël sur mon bracelet Pandora, donc là je l'ai mis aux couleurs de l'hiver et de Noël, hein, bien évidemment. Et donc il ressemble à, si jamais vous êtes un peu curieux, il ressemble actuellement à ça. Voilà, des flocons de neige, du gui, une couronne, une petite maison et un sapin. Et ça c'est pas du tout un charme de Noël, mais bon c'est la voûte étoilée, donc c'est le ciel et ça c'est un peu toute l'année quoi. Donc du coup je l'ai laissé. Ensuite, de la part de ma sœur et de mon beau-frère, j'ai eu deux autres bijoux. Donc pour le coup, je vous parlais tout à l'heure du bracelet étoile du Nord. J'ai eu ce bracelet-là, mais je ne l'ai pas encore parce que ma liste était apparemment pas assez claire. Et donc du coup, ils m'ont dit, bah, on va te prendre ça, mais étant donné qu'on sait pas la taille que tu veux, bah, on t'envoie l'argent et puis t'achètes. D'accord, ok. Bon, bah je l'ai commandé, maintenant j'ai plus qu'à attendre qu'il arrive. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver d'ailleurs parce que c'est assez long les livraisons Pandora et puis de toute façon là où on est c'est assez compliqué également donc voilà. Je l'attends mais je vous mettrai une photo ici pour que vous puissiez le voir et du coup pour pouvoir vous le représenter. Et ensuite, toujours sur le site Pandora, mais là j'ai dû le retirer parce que je l'ai pas mis en charms, alors que non, normalement c'est censé être un charms, c'est ce qu'ils disent sur le site. Moi je l'ai mis en collier. Il s'agit du charms talisman de Pandora et c'est celui-ci. Alors pour le coup là aussi il a du mal, faudra que je fasse un zoom. C'est le serpent infini gravé à l'arrière d'une phrase en latin, donc Memento Vivere, qui signifie tout simplement souviens-toi de vivre. Donc voilà. C'est plutôt pas mal, j'ai énormément aimé la symbolique du serpent, j'aime beaucoup ça de toute manière pour tout un tas de raisons. Et la phrase de toute façon me correspond aussi plutôt pas mal, liée à pas mal de choses dans mon histoire, vous imaginerez. Donc j'étais vraiment contente et pour cela c'est un cadeau que je savais parce que c'était quelque chose que je voulais absolument et donc j'ai directement envoyé le lien à ma soeur, je lui ai dit tu me prends ça c'est sûr et certain. Et c'est ce qu'elle a fait. Et pour le bracelet c'est pareil, ça a une connotation dans mon histoire et dans plein d'autres choses par rapport à la symbolique. Et par rapport aussi à la symbolique réelle d'un point de vue astronomique. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous le savez, par rapport à la ceinture en soie que j'ai brodée. Donc je vous remettrai dans la barre de description, dans le petit, et je vous mets ici la miniature, comme ça vous pourrez la retrouver assez facilement. J'en parle de cette étoile. Et je parle de plein d'autres choses qui sont en lien notamment avec mon harcèlement scolaire et tout. Et c'est vrai que je ne l'ai pas assez nommé, non, mais bon, ça a été quelque chose qui m'a été énormément bénéfique que l'astronomie à ce moment-là. Donc forcément, ça me le rappelait énormément par rapport à ce bracelet. Et j'avais juste envie de l'avoir. D'une part de cette symbolique-là et de se souvenir que il faut vivre et il faut avancer et se dire que c'est fini. Voilà. Voilà, c'est juste ça. Ensuite, dernier objet que je vais vous montrer, et là il s'agit d'un cadeau de Noël de la part de ma grand-mère qui m'a envoyé un petit peu d'argent qui m'a envoyé un petit peu d'argent au début du mois. Et étant donné que j'ai commencé la broderie or et qu'il me fallait quelque chose qu'on appelle un mélor, je n'avais pas envie d'avoir quelque chose de neuf. Et je n'avais pas envie non plus d'avoir le mélor en lui-même. J'ai regardé du côté des antiquités. Et là, j'ai trouvé plein de choses. Mais énormément de choses incroyables. Et je suis tombée sur ce poinçon, censé être un poinçon de couturière, dont je vais détourner l'usage pour être un mélor de broderie or. Ouais, j'aime bien détourner les objets, donc voilà. Et de toute façon, il vaut mieux, mais à mon avis, il va falloir que je l'emmène un petit peu chez le bijoutier, parce qu'il est épointé et que ça sera beaucoup plus simple pour moi d'avoir de nouveau une pointe. Donc je pense pas que ça soit difficile à faire, au pire juste le limer, je sais pas, enfin j'en sais rien. Je l'amènerai chez le bijoutier et puis je verrai avec lui directement. Et donc il est comme ceci.
un petit focus, voilà. Il est comme ceci, il date du début 1900 et il est entièrement en argent massif. Voilà, alors il est tout petit, hein. Il fait un peu moins de 10 cm, 8 cm, quelque chose comme ça. Et il est juste super beau. Et d'ailleurs, en le prenant justement pour faire un petit peu de broderie, je me suis rendu compte que je l'avais pris exactement dans le même sens que la femme qui l'avait avant moi. Parce que ça se verra pas à la caméra, ça se voit pas du tout. Mais il y a un tout petit ici... un tout petit renfoncement et donc le pouce il vient se mettre à la perfection exactement à cet endroit là et je l'ai pris exactement de la même manière. J'aurais pu le prendre de l'autre côté étant donné qu'il y a deux côtés, non, je l'ai pris pile à cet endroit là, donc c'était assez impressionnant, c'était assez incroyable de voir que j'ai eu le même geste que cette femme qui l'a eu en sa possession en 1900. Donc ouais, c'est super touchant, je trouve. Je sais pas, vous dites-moi en commentaire, mais je trouve ça hyper touchant. Ensuite, c'est quelque chose que je n'ai pas en physique, c'est une amie qui me l'offre. J'ai une idée de tenue, enfin de robe, dans un style nordique, scandinave, donc pour faciliter les choses, viking. Et donc c'est quelque chose que je cherche depuis un petit moment maintenant, c'est un lainage que je voudrais assez léger et que je voudrais en vermousse. Et qui m'a dit, bah écoute, une fois que tu le trouveras, tu m'enverras et puis je te le prends. Elle m'a dit, je ne t'envoie pas de bon parce que je sais pas où est-ce que tu vas le trouver et je ne t'envoie pas l'argent parce que je te connais, tu vas le mettre de côté et tu finiras par acheter une antiquité, donc elle me connaît par cœur. C'est exactement ce que j'aurais fait, je pense. Donc du coup, elle m'a dit, je te donne rien, tu m'envoies les liens, c'est moi qui fais tout. J'étais morte de rire, moi. Elle a rigolé pas, elle était très très sérieuse. Donc du coup, faut que je cherche ce lainage et puis voilà. Donc voilà, donc, vous en saurez un petit peu plus courant 2026. Parce que je pense que le temps que je le trouve, il va se passer un sacré petit moment. Maintenant, pour en revenir à la couture du manteau, je pense que je vais directement faire une vidéo débrief, ça sera beaucoup plus simple parce qu'il y a beaucoup trop à dire. Là, ça fait déjà, je suis en train de regarder 24 minutes que je parle. Je vais faire des coupes, de toute façon, il y a des endroits où je me suis un peu loupée. Mais quand même, ça fait un long moment, du coup, ce vlog, il va faire près d'1 heure. Donc je vais m'arrêter là, je suis super contente de ce manteau au final, même si franchement j'ai eu envie de le jeter à la poubelle je ne sais combien de fois. Je vous en parlerai lors du débrief. En tout cas, moi j'espère que vous avez aimé passer ce mois de décembre avec moi, même si c'était pas tous les jours, que vous avez aimé être embarqué un petit peu dans les traditions de Noël de la famille, et que vous avez aimé ce petit haul. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos cadeaux de Noël, si vous avez passé un bon Noël, et ce que vous avez fait peut-être aussi également, si le cœur vous en dit. Je vous invite, si vous passez par là pour la première fois, à vous abonner. Il y a plein de projets couture, broderie, tricot qui arrivent sur la chaîne pour 2026. N'hésitez pas également à activer la petite cloche si jamais vous avez oublié de le faire, que vous soyez nouveau ou non. N'hésitez pas à me laisser un commentaire comme je vous l'ai déjà dit, à liker cette vidéo et à la booster si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief.